Je suis Madame Dali Niemboué, présidente de l'association La Main sur le Cœur. La Main sur le Cœur, c'est une association qui s'occupe spécialement des orphelins vivant avec le VIH, ici en RDC. La Main sur le Cœur depuis 2017, mais moi je suis dans l'associative depuis 20 ans maintenant. J'avais commencé à Bruxelles avec l'association qu'on appelait Libiki. Souvent, les gens me reposent un peu les mêmes questions. Hein, donc, Libiki s'occupait spécialement de la communauté africaine qui vivait en Belgique et qui souffrait au fait du VIH. Pourquoi j'avais pris spécialement la communauté africaine? Je ne parle pas que des Congolais, mais des Africains en fait en général. C'est parce que j'avais constaté que lorsqu'on allait dans les deuils, des Africains, Congolais, Camerounais, Sénégalais ou autres qu'on fréquentait, lorsqu'un parent mourait d'une maladie liée au sida, c'était une honte. Alors il y avait beaucoup de cas des personnes de la communauté qui mouraient dans les hôpitaux et parfois seuls, sans accompagnement, sans un membre de leur famille, simplement parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils avaient honte qu'on parle du sida. Donc, le sida étant une maladie qui était vraiment taboue, même jusqu'aujourd'hui, hein, avec des discriminations et des rejets. Alors, avec un ami qui s'appelle Francis Kalombo, on s'est convenu de créer au fait, une association qui allait nous permettre finalement, pas spécialement de prendre en charge, mais d'abord de communiquer, de parler sur ce qu'est le sida. La différence est avoir le virus du VIH et atteindre le niveau sida, de mourir d'une maladie liée au sida. Donc on a commencé à faire des conférences, des rencontres, pas simplement avec les médecins, mais aussi avec la communauté. Donc on a organisé des conférences à thème. Est-ce qu'on peut mourir du VIH lorsqu'on est suivi, lorsqu'on a son traitement? Est-ce qu'on peut avoir un enfant si on est séropositif? Est-ce qu'on peut se marier si on est concerné par le VIH? Est-ce qu'on peut vieillir avec le VIH? Est-ce qu'on peut avoir d'autres maladies si on a le VIH? Toutes ces conférences avec des éminents médecins ont permis dans la communauté de parler du VIH sans tabou. On est passé sur les radios communautaires comme à l'époque, on avait Radio Air Libre qui est encore là jusqu'aujourd'hui. On avait Radio Panique avec Christian Le Sakoïdo qui est encore jusqu'aujourd'hui. Et ça nous a permis de communiquer, de parler du VIH sans tabou et d'aider notre communauté. Et au niveau des églises, des pasteurs, des imams, ça nous a permis aussi de parler avec eux parce que le plus grand problème de la communauté était souvent avec les pasteurs et les chrétiens qui allaient dans les églises. Pour dire, lorsque tu as le VIH, ça veut dire que c'était soit une punition de Dieu, soit parce que tu étais maudit, mais les empêchait d'aller au fait à l'hôpital pour suivre le traitement. Et grâce à toutes ces conférences qu'on organisait, ça a permis aux gens finalement d'aller à l'hôpital, de pouvoir être suivis, de pouvoir prendre leur traitement. Et certains pasteurs, même avec lesquels nous avons fait des conférences, ça les a permis de connaître aussi c'est quoi le virus du VIH. C'est quoi la différence lorsqu'un de tes enfants de l'église vient te parler en te disant mon virus est indétectable. Ça ne veut pas dire que je suis guéri, ça veut simplement dire que parce que je suis bien mon traitement, mon virus dort. Vous voyez? Donc il fallait aussi au niveau des patients qui venaient aussi vers nous, on a pu suivre une formation avec les médecins pour que nous puissions aussi avoir de la matière de comment on pouvait communiquer sur le VIH. Donc finalement, en revenant au Congo, la journée mondiale des orphelins existe, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Elle existe donc, on a trouvé qu'il y avait la journée mondiale des orphelins du sida le 7 mai. La dame qui s'est battue pour que cette journée soit reconnue, a constaté que dans le monde, sur chaque naissance, il y avait au moins un enfant qui naissait d'un parent qui était décédé d'une maladie liée au sida. Ces enfants étaient orphelins de père ou de mère ou de deux parents et ces enfants étaient confrontés à la réalité, soit ils étaient concernés directement, ça veut dire que l'enfant naissait avec le VIH, soit indirectement parce que les parents sont morts et les enfants dans la communauté africaine souvent rejetés par les familles.
Donc, on a organisé aussi une conférence à Bruxelles sur les cas des orphelins vivant avec le VIH, parce qu'on en a aussi en Europe, ce n'est pas simplement ici, parce qu'on a aussi des parents qui sont morts et les enfants étaient contaminés, qui sont suivis, il y a une prise en charge. En tout cas, moi, je parle au niveau de la Belgique, au niveau de ces enfants qui, aujourd'hui, c'est des grands enfants, ils sont majeurs et certains, on a de moins en moins, en tout cas en Europe, des enfants qui naissent avec le virus du VIH. Et on est venu à Kinshasa et à Kinshasa, on est parti d'abord pour voir un peu les enfants, comment ça se passait au niveau des hôpitaux, combien d'enfants il y avait. Je ne peux pas vous donner les chiffres parce que certains vont dire 700 000, d'autres diront 400 000 enfants qui vivent avec le virus du VIH. Et il y a une partie qui est prise en charge, d'autres parce qu'on ne le sait pas, parce qu'ils sont un peu partout au travers de la République. Donc, nous, depuis 2017, nous avons créé la main sur le cœur avec d'autres femmes. Nous sommes 8, je suis la présidente. Il y a d'autres mamans qui sont là. Nous travaillons toutes dans différents domaines, donc on n'est pas que au niveau social, nous avons la main sur le cœur, mais chaque maman travaille dans ses propres affaires, où certains travaillent pour l'État congolais. Personne ne donne juste comme ça pour donner. Lorsque tu es touché par quelque chose, je crois que c'est d'abord le cœur qui est touché en premier. Et on donne avec son cœur. Et nous, on a l'habitude de dire, ce n'est pas le montant qu'on donne qui est important, mais c'est le geste qui vient du cœur. Lorsqu'on donne, même la personne qui reçoit le don que tu as donné, il y a aussi une joie que tu lui donnes indirectement. Et je crois que pour nous, avoir donné le nom de l'association La Main sur le Cœur. On dit merci à notre coach parce que c'est Jean-Claude Eyalé qui est un prof de communication, qui est dans la communication. En discutant avec lui, qui a dit « Vous avez touché mon cœur et je crois que votre association ne peut que s'appeler La Main sur le Cœur parce que la main qui donne, c'est le geste, mais tout ça vient du cœur. » Facile, non. Facile, non, parce que nous, on organise une fois l'an le grand gala. Nous étions à la 8e édition cette année. C'est pas facile parce que nous, tous les mois, tous les jours, à chaque instant, il y a un enfant orphelin qui va appeler parce qu'il a un besoin, parce qu'il a un souci. Ça peut être pour l'école, ça peut être pour aller à l'hôpital, il lui manque le transport, ça peut être pour un examen médical parce que tout n'est pas pris en charge. Et puis ils ont d'autres maladies à côté, il n'y a pas que le VIH. Il peut avoir de la fièvre, il peut avoir de la malaria, il peut avoir de la fièvre typhoïde. Donc je veux dire, ce n'est pas parce qu'une personne a le virus du VIH, il n'a que ça. Donc il peut développer aussi autre chose. Et le quotidien de ces jeunes n'est pas facile. Il y a des personnes qui nous aident. On n'a pas de subvention au niveau de l'État congolais ou une ONG quelconque qui nous soutient au quotidien. Nous, les mamans de La Main sur le Cœur, on cotise mensuellement un petit montant pour permettre à ce que l'association ne dépende pas que du gala. Le gala, c'est le plus grand parce que à la fin du mois, à la fin de l'année, lorsqu'on fait le gala une fois par an, on récolte beaucoup et ce qu'on récolte, on le remet au niveau des enfants pour leurs frais scolaires. On fait les réhabilitations, on parlera de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant au niveau des réalisations de La Main sur le Cœur. C'est pas facile parce que non seulement on travaille parce qu'on doit gagner notre vie et puis de l'autre côté, on est là aussi socialement parlant pour aider et accompagner. C'est pas facile, mais avec Dieu, on y arrive. Si on est quand même 7 ans après, on est encore là, c'est pour dire que ça va. On travaille avec le programme, avec tous les programmes qui sont dans le VIH. Hein. Le ministère de la Santé, non, pas spécialement, mais au besoin peut-être. Mais quand on dit que le gouvernement vous soutient, ça veut dire qu'il nous donne de l'argent, il nous accompagne. Je crois qu'ils accompagnent d'une manière ou d'une autre, hein, parce qu'on a tous les documents de l'État pour être une ONG reconnue sur le territoire congolais, mais financièrement non. C'est pas qu'on n'a pas fait la demande, voilà. C'est pas qu'on n'a pas fait la demande, mais voilà. La solidarité, vraiment des personnes que spécialement on ne connaît pas. Lorsqu'on met les billets en vente, par exemple, quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne l'avez jamais fréquenté,
qui a vu juste la publicité, qui vous contacte, qui paye 100 dollars pour venir à votre gala, ou qui paye 300 dollars, ou qui paye 500 dollars, juste pour aider, juste pour accompagner, juste pour soutenir ce que nous faisons, je crois que pour moi, ça m'a marqué, ça me marquera toujours. Parce que parfois, les gens pensent que les gens qui nous marquent le plus sont les officiels, sont qui ont des postes ou qui ont beaucoup d'argent. Ce n'est pas vrai. C'est celui qui est plus petit. Ce qui m'a marqué le plus cette année, par exemple, c'est que j'étais à la radio sur Top Congo et puis une dame m'appelle et elle me dit Maman, on a eu numéro na radio tout à l'heure. On a 10 000 francs pour la soutenir Kakabala. 10 000 francs. C'est plus que quelqu'un qui m'a donné 1 million, qui peut-être il a juste voulu le faire pour le faire. Mais cette dame, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais rencontrée. Elle m'a suivi à la radio. Quand un autre garçon m'appelle de l'Europe, elle me dit, dans le peu que j'ai, je vous envoie. Il m'envoie 27 euros. Ça marque. Ça marque plus que quelqu'un qui a et qui me donne 10 000 ou qui me donne 50 000. Vous voyez ce que je veux dire? Ça marque plus, surtout quand ce sont des personnes que, personnellement, vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas, vous ne les fréquentez pas, dans votre milieu, dans votre quotidien, même au niveau de votre famille, vous ne les connaissez pas. Quelqu'un qui vous appelle, qui achète son billet pour venir, il ne vous connaît pas, qui vient, et c'est ce jour-là que vous le voyez au fait. Il vous dit, c'est moi qui vous ai appelé, c'est moi madame telle, c'est moi monsieur tel. Non, non, la récompense, c'est Dieu qui nous la donne. Hein. La récompense, on ne doit pas attendre la récompense lorsqu'on fait quelque chose avec son cœur, lorsqu'on est passionné dans ce qu'on fait, on n'attend pas une récompense d'un homme. Alors ça dit qu'on l'a fait avec intérêt. Comme je disais, lorsque toutes les mamans, on le dit, lorsqu'on a réhabilité, par exemple, l'hôpital, la partie de maladies infectieuses de l'hôpital de Kalemie, on disait, il n'y a aucun de nos enfants, moi ma dernière fille a 27 ans. J'ai perdu mon mari et ma dernière fille avait 2 ans. J'ai étudié en Europe. Est-ce que cet hôpital que nous avons réhabilité, toutes les mamans, nous avons des enfants, et on n'a aucun enfant qui est mineur. Les enfants qui vivent ici sont des majeurs et travaillent. On n'a aucun de nos enfants qui ira se faire soigner à l'hôpital de Kalemie. Quelle récompense on attendrait aujourd'hui? Dites-moi, quelle récompense aujourd'hui on attendrait de ce qu'on fait sur le plan social, sur des enfants où on échange, on n'attend pas de ces enfants orphelins des parents, orphelins de leurs parents ou de leur papa ou de leur maman. Qu'est-ce que j'attendrais, si je parle de moi, d'un enfant orphelin pour qui j'ai simplement aidé? J'attendrais qu'il grandisse, qu'il ait un poste qui me nomme, qui me donne l'argent. J'attendrais quoi? Moi, je vous repose la question. Pourquoi le sida, c'est un sujet tabou? Pourquoi quand on parle du VIH, c'est un sujet tabou et on en fait toute une histoire? Pourquoi quand on meurt du diabète, pourquoi quand on meurt d'un cancer, on en parle publiquement, ça ne choque personne? Parce que le VIH est lié à la sexualité. Et la sexualité en Afrique, nos coutumes, nos us, on ne parle pas de la sexualité en public. Maintenant, est-ce que l'enfant qui est né du VIH, des parents qui avaient le VIH, que les parents ne savaient même pas qu'ils avaient le VIH, qui ont transmis le VIH à leur enfant, est-ce que l'enfant avait choisi de tomber malade? Pourquoi on ne peut pas choisir le VIH? Dans toutes nos familles africaines, on a perdu quelqu'un qui est mort d'une maladie liée au sida, d'une façon ou d'une autre. Un ami, une connaissance, un proche, un cousin, un frère, une épouse. Si je vous pose des questions, comme on a pris l'habitude de cacher, on aura honte de dire que j'ai perdu un cousin qui était mort du VIH. De peur que la famille dise, tu as pointé du doigt. On ne sera jamais assez satisfait. Tant qu'on n'aura pas encore le traitement sur le VIH, on continuera. On a eu des remarques du style, mais pourquoi ils parlent que du VIH? Oui, mais parce que nous avons choisi d'aider les enfants vivant avec le VIH. Ne me demandez pas de parler du diabète ou du cancer, je parlerai de la chose que je connais.
là où je peux apporter mon soutien, là où je peux faire en sorte d'apporter un sourire, d'apporter un peu de réconfort, là où je sais que c'est difficile de parler. Et nous, on a l'habitude de dire à la main sur le cœur, nous sommes la voix des sans-voix, nous sommes la voix de ces enfants qui ne peuvent pas parler, qui sont discriminés, qui sont rejetés par tout le monde, hein, en commençant par leur propre famille. En commençant par leur propre famille. Les premières personnes qui rejettent, c'est d'abord la famille. Parce qu'ils n'ont pas compris c'était quoi le VIH. Ce n'est pas en parlant, en partageant les verres, en partageant une salle de bain, en partageant un repas que vous allez contaminer quelqu'un. C'est l'ignorance. Et on attend souvent de parler du sida en général le 1er décembre. Et souvent, depuis 20 ans, j'ai l'habitude de dire, pour une personne qui vit avec le VIH, tous les jours, c'est le 1er décembre. Parce que tous les jours, il doit se rappeler qu'il doit prendre son traitement. Est-ce que quelqu'un qui a... moi j'ai l'hypertension, depuis 1 an, je prends le médicament. Est-ce qu'on doit me rappeler de le prendre? Est-ce que je dois attendre la journée mondiale de l'hypertension pour prendre? Si la journée mondiale existe. Quelqu'un qui souffre, je ne sais pas de quel problème, qui fait, même celui qui a le cancer, il doit faire la chimio. Hein. Il ne va pas attendre la journée mondiale du cancer pour aller faire sa chimio. La personne qui souffre de rein, il n'attendra pas. Je connais des gens qui font 3-4 fois par semaine les dialyses. Pourquoi pour toutes les autres maladies, il y a la compassion, et quand il s'agit du sida, on doit juger les gens? Ça, c'est ma question à ceux qui nous suivent. Pourquoi quand on parle du VIH, on doit poser la question comment la personne a été contaminée, pourquoi on n'a pas la même compassion qu'on a lorsqu'on parle d'autres maladies? Après plus de 30 ans, c'est devenu une pandémie, mais pourquoi on continue toujours à poser les mêmes questions? Pourquoi on a toujours autant de discrimination? Pourquoi on a toujours autant de rejet? Pourquoi les gens ont toujours peur de dire qu'ils ont le VIH? C'est parce que c'est nous qui faisons qu'aujourd'hui, certaines personnes refusent de se protéger. Certaines personnes refusent d'en parler parce que c'est le regard des autres qui tue. Finalement, ce n'est pas la maladie qui tue, mais c'est le regard des autres. On tue les autres à petit feu sans s'en rendre compte. Lorsque je regarde les jeunes que nous suivons dans les différents hôpitaux, lorsque je regarde un jeune qui est décédé et avant sa mort, il nous expliquait comment sa tante s'est moquée d'elle, comment sa tante a propagé qu'elle avait le virus. Elle qui vendait les œufs devant la maison. Plus personne ne voulait acheter ces omelettes qu'elle faisait. Cette petite s'est laissée aller, elle ne voulait plus suivre votre traitement, elle est décédée. Et quand j'ai vu la tante pleurer, j'ai dit waouh, elle ne peut pas pleurer. Pour ceux qui sont concernés directement, je crois que les médecins, les infirmières, les personnes qui les prennent en charge, leur parlent toujours de bien prendre son traitement. Celui qui prend bien son traitement va vivre longtemps jusqu'à la vieillesse. Donc ça c'est clair parce qu'il y a les médicaments qui ralentissent le développement du virus dans le sang. Lorsque tu vas te marier, lorsque tu vas avoir un partenaire ou une partenaire, il faut lui dire ce que tu as, il faut aller à l'hôpital, il y a le suivi qui se font. On a des jeunes qui se sont mariés, les deux sont séropositifs, les enfants sont bien portants. À l'époque, c'était difficile, mais aujourd'hui, avec les traitements, les gens sont en bonne santé. Je crois qu'à la place de rester sur ce qui était dit il y a 20 ans, il y a 30 ans, aujourd'hui, avec l'avancée de la science, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Le conseil, c'est que si tu es malade, prends ton traitement. Si tu ne l'es pas, que tu vas avoir un rapport sexuel, protège-toi. Parce que, au fait, même pour la personne qui est séropositive, en pensant contaminer l'autre, tu ne sais pas ce que l'autre a. Parce qu'aucun de nous parle de sa sérologie à quelqu'un. Je crois que la première personne que tu protèges, ce n'est pas ton partenaire, c'est d'abord toi-même. Parce que quand tu sais ce que tu as, tu te protèges parce que tu ne sais pas le virus que l'autre a. Ils n'ont pas tous le même virus. Ils n'ont pas tous le même traitement. Il y a, je ne sais pas, je parlais encore avec un médecin il n'y a pas longtemps, un infectiologue, il me disait « Ah, mais il y a encore de nouveaux molécules qui sont sorties. » Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul traitement. Il y en a 20, il y en a 30. Donc, s'il y a 30 patients, il y a 30 différentes manières de les traiter. Les gens avaient 21 comprimés par jour. Aujourd'hui, tu as des patients qui ont un seul comprimé par jour.
Donc vous voyez, il y a ceux qui ont encore 3 comprimés. Tout dépend de son niveau. Mais il y a de plus en plus, même les jeunes que nous on suit ici à Kinshasa, il y a de plus en plus de personnes qui ont un virus qui est indétectable, qui montre qu'ils peuvent avoir un rapport sexuel, même s'il n'est pas protégé, il ne contamine plus. Mais ça, on n'aime pas le dire, parce que ça va amener aussi un désordre sexuel, si on peut le dire. Et que la personne vivant avec le VIH dira « Ah, parce que de toute façon, je ne sais plus contaminer, donc je peux faire ce que je veux. » Mais est-ce que tu connais l'état sérologique de ton partenaire? Il peut te contaminer encore d'autres saloperies. Mérité, je ne sais pas. D'abord, je remercie moi, c'est Atalo, parce que quand on m'avait contacté par l'ambassadrice, je n'étais pas là, j'étais à l'étranger. J'ai déjà vu pas mal de personnes qui avaient reçu, qui avaient été nominées. Moi, c'est Atalo. Je trouvais ça très bien de pouvoir aussi montrer ce que les femmes font de bien. Souvent, comme on dit, moi, ça te rambo et quand il commence, il arrête. Nous sommes comme 8 femmes. Hein, et c'est 8 femmes que nous tenons l'association jusqu'au fait aujourd'hui. Et on est ensemble depuis des années. Et voir ce que moi, Seattle le fait, moi, je dis que c'est un bel exemple et c'est un beau soutien. C'est magnifique parce que ça montre que on n'est pas inconnu au niveau de la société. Ici en RDC, et que moi, c'est Atalo, cherche au fait, parce que moi, je ne les ai jamais rencontrés, ça veut dire que vous allez vers l'information, vous prenez l'information, vous vérifiez. Ce n'est pas que vous donnez aux gens un prix parce que vous l'aimez pour ses beaux yeux, parce qu'elle est belle. C'est parce que vous avez aussi trouvé qu'ils ont fait quelque chose de bien et que vous voulez que cette femme-là sorte un peu de l'anonymat dans lequel, parce que c'est vrai que nous, on n'aime pas trop se mettre en avant, parce qu'on est la voix des sans-voix, on ne veut pas qu'on fasse la pub sur nous. Mais c'est une manière aussi de reconnaître le travail qu'on a fait durant ces 7 dernières années et de dire que ça vaut la peine qu'on vous donne quelque chose, juste pour vous récompenser pour ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez réalisé, et puis aussi vous pousser encore de faire encore beaucoup plus. Ça, c'est ce que je comprends parfois des prix qu'on reçoit. Et j'ai dit au nom de la main sur le cœur, mais au nom de tous les enfants vivant avec les VIH, parce que c'est pour eux, hein, cette reconnaissance, ce n'est pas pour moi personnellement parce que je suis Dadi ou parce que je suis la présidente, mais je crois que c'est pour ce travail qui est fait pour les enfants vivant avec le VIH. Et pour moi, c'est beau et je dis encore un grand merci. Mais vous savez, on a toujours, c'est l'impression qu'on a toujours un peu minimisé l'appui des femmes. Chez nous, en RDC. Hein. On a vu des femmes premiers ministres, on a vu des femmes chefs de l'État dans d'autres pays. En Afrique aussi, on a eu, en Tanzanie maintenant, mais avant ça, on a eu, je crois que c'était le Libéria. On a eu en Amérique latine aussi, nous, on a l'habitude de beaucoup minimiser. Et lorsqu'on nomme une femme premier ministre, du coup, les gens veulent qu'elle fasse plus que les hommes ont fait. On n'est pas en compétition. Hein? Donc, on n'est pas en compétition. Nous avons les mêmes capacités que les hommes ont. Nous avons fait les mêmes écoles. Nous avons fait les mêmes études. Nous avons fréquenté les mêmes bancs. Même si j'étais dans le lycée, dans le collège, mais il y a des écoles qui sont des écoles mixtes. Et quand on va à l'université, il n'y a pas d'université pour les hommes et pour les femmes. Il n'y a pas l'université là où on forme que les femmes et puis à l'université où on forme que les hommes. Donc, lorsqu'on me pose la question sur Madame Judith, notre Premier ministre, je dis donc, ça veut dire qu'elle reste Premier ministre, elle a les mêmes capacités, elle fera son travail. Je ne veux pas qu'on nous compare, est-ce qu'elle sera capable de le faire? Et pourquoi elle ne le sera pas? Pourquoi elle ne le sera pas? Pourquoi la femme doit toujours montrer qu'elle doit travailler 2 fois plus pour qu'elle puisse être acceptée? Non, c'est une fierté. Ah non, c'est une fierté pour nous. Et dans nos prières de tous les jours, on dit, Madame Judith, vous allez réussir. Vous allez réussir, pas parce qu'on est en compétition avec un homme, avec qui que ce soit. Parce qu'on sait que vous êtes capable et vous serez capable de relever le défi. Parce que ce défi où les hommes attendent qu'on échoue pour qu'on dise, vous avez vu, hein. Ils n'auront même pas donné que vous avez vu, tellement que vous allez bien travailler, il y aura une continuité. C'est une première. Et qui ne dit pas qu'on aura, après bien sûr, d'autres chefs de l'État, une femme chef de l'État en RDC. Possibilité positive. Donc, on voit dans ce gouvernement, on a combien de femmes? 17. C'est une première aussi, non? C'est vrai qu'à l'époque, on a eu des femmes ministres
ministre des Affaires étrangères, Maman Ikila Lyonda, on a eu des femmes qui étaient extraordinaires, on a eu Maman Suzy Mombo qui a été gouverneure de la ville-province. On a eu quelques femmes qui ont dirigé aussi à l'époque du Zaïre, à l'époque de Kabila aussi. On a eu Madame Jaïne Mabounda qui a été aussi quand même présidente de l'Assemblée nationale. Donc, je veux dire, sur le plan politique, on a eu Maman Kanza aussi à l'époque. Donc, je ne sais pas pourquoi, spécialement maintenant, on parle comme si c'était vraiment juste parce qu'elle est Premier ministre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment, il faut qu'on arrive un peu à relever le débat hein, et la manière de voir les choses. Ah, nous, on est fiers. Personnellement, c'est une femme que je connais, c'est une femme que je côtoie. Et donc, non, on est plus que fiers. Mais je refuse qu'on rentre dans cette manière de voir les choses, de dire on va commencer à comparer. Comparer quoi? On a comparé les anciens premiers ministres avec qui? Entre eux. Est-ce qu'entre eux, les hommes, quand ils étaient nommés, on les a comparés? L'avantage avec l'Européen, hein, c'est que les recherches continuent. Comme je vous disais tout à l'heure, je parlais avec un infectiologue qui me disait qu'ils sont en train de faire des nouvelles recherches sur ça. Et il y a des bonnes avancées. On risque d'ici les 10 prochaines années d'avoir un vaccin. Il y a déjà quelques patients qu'ils ont pris comme des patients modèles qui, on a essayé de traiter leur sang, de le nettoyer jusque dans la réserve, là où le virus se cache. Ils ont essayé de nettoyer et là, pendant 6 mois, ils sont en train de voir si le virus va revenir ou pas. Si cette démarche-là tient, ça c'est au niveau de la Belgique, si ça tient, ça veut dire que c'est prometteur et on va avoir un vaccin et ça va faire en sorte qu'il n'y aura plus, des gens qui mourraient d'une maladie liée au sida. Donc c'est une belle avancée, oui, il y a de l'espoir. Merci à toutes les personnes qui vont nous suivre. Merci à toutes ces personnes extraordinaires qui, au quotidien, continuent à apporter leur soutien, leurs dons, leur plus, en tout cas, pour que l'association continue à œuvrer pour les enfants. Merci à tous ces enfants hein, vivant avec le VIH qui nous font confiance. Il y a ceux qui ont terminé leurs études. Il y a un qui continue encore parce qu'il fait médecine. Merci à notre première dame parce que c'est l'ambassadrice des enfants vivant avec le VIH. Merci maman pour le soutien, pour l'accompagnement parce que vous êtes parmi les personnes depuis Bruxelles qui a toujours soutenu tout ce que nous faisons et qu'on est arrivé aussi en RDC. Vous avez continué malgré votre temps chargé, vous êtes toujours là. Merci au chef de l'État qui d'une manière ou d'une autre prend des nouvelles et soutient et accompagne aussi. Et à toutes ces personnes anonymes, à vous tous en tout cas un grand merci. Et pour parler à vous, les parents, les enfants, les familles qui vivent au quotidien avec les enfants, qui vivent avec le VIH, vraiment nous vous demandons de les accompagner, de les soutenir. Arrêtez le rejet, arrêtez parce que vous n'aidez pas en fait les enfants. Ils peuvent vivre comme tous les enfants s'ils sont bien suivis, s'ils prennent bien leur traitement. Au corps médical, surtout les infirmiers parfois qui maltraitent les enfants, qui parlent mal aux enfants, vraiment on vous demande, vous avez quand même fait des études longues pour amener le soutien, du réconfort aux patients. Quand on a les enfants qui parlent de ça et qui pleurent et qui fuient certains hôpitaux parce que parfois les infirmières parlent mal aux enfants, s'il vous plaît, sur chaque enfant, mettez la photo de votre enfant, de votre nièce. Ce ne sont pas ces gens-là, ce sont des enfants qui portent de noms. Donc imaginez, dans la photo que vous avez mise dans votre maison, il y a une petite fille qui est toute joviale, qui est votre fille, qui s'appelle Arlette. Et puis, vous regardez la petite qui vient, qui porte le même nom. Donc quand vous allez regarder, vous ferez moins de mal. Mais vraiment, à tous, je vous dis un grand merci. Et ce combat n'est pas que le combat de la main sur le cœur, mais c'est le combat de tout le monde.